Avant de devenir une légende du cinéma mondial, Jackie Chan a failli ne jamais porter ce nom. Vraiment? Incroyable! À sa naissance, ses parents étaient tellement pauvres qu'ils ont sérieusement envisagé de le vendre pour survivre. Enfant, il est envoyé dans une école où il subit une discipline extrême, loin de l'image joyeuse qu'on connaît aujourd'hui. Blessures, échecs, refus, humiliations, Jackie Chan n'était pas destiné à être une star. Et pourtant, contre toute attente, il est devenu l'un des acteurs les plus respectés et les plus courageux de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, on va découvrir la vraie histoire de Jackie Chan, celle que peu de gens connaissent. Bonjour et bienvenue. Nous sommes début 2026 et aujourd'hui, on se plonge dans la vie d'une figure que tout le monde croit connaître, Jackie Chan. Bonjour, oui, une icône absolue. On a sous les yeux une analyse biographique et socioculturelle vraiment très complète qui couvre ses 7 décennies de vie, de 1954 jusqu'à aujourd'hui. Et la mission, si on peut dire, c'est d'aller au-delà des cascades. Exactement. Comprendre comment l'homme né Shang Kong Sang dans une pauvreté mais extrême à Hong Kong est devenu cette star mondiale, cet empire financier et aussi, on va le voir, une figure géopolitique assez complexe. Oui, et c'est ce qui est passionnant. Le parcours de Jackie Chan, en fait, c'est bien plus qu'une carrière au cinéma. C'est un miroir. C'est un miroir de l'évolution de Hong Kong, du cinéma d'action et des liens entre l'art et le pouvoir en Asie. Il a d'un côté redéfini les limites du corps humain et de l'autre, il a navigué dans des eaux politiques très très troubles. Alors commençons par le tout début, parce que rien que sa naissance, c'est déjà un film. Il naît le 7 avril 1954 et le premier détail qui frappe, c'est son poids. C'est presque 5,4 kilos, un bébé énorme. Ah ben énorme. Et ses parents sont des réfugiés de la guerre civile chinoise. Ils n'ont pas un sou. Et là, il y a cette anecdote qui est complètement folle. Ils envisagent sérieusement de le vendre aux médecins. Pour payer les frais d'accouchement. Voilà. Pour 1500 $ de Hong Kong. C'est fou d'imaginer ça. Ça dit tout de la précarité de l'époque, en fait. Son histoire, elle ne commence pas dans les paillettes, mais dans la survie la plus pure. Heureusement, des amis de la famille interviennent. Et son destin bascule. Ses parents finissent par trouver un travail au consulat français, son père comme cuisinier, sa mère, femme de ménage. Mais ça ne règle pas tout. Non, loin de là. Parce que le jeune Jackie, c'est un cancre, les sources sont très claires là-dessus, un échec scolaire total. Il ne valide même pas sa première année. Il déteste l'école, il préfère se battre dans la rue. On est loin de l'image de l'icône. Et c'est cet échec qui, paradoxalement, va devenir la chance de sa vie. C'est le pivot. Ses parents partent pour l'Australie, ils ne peuvent pas l'emmener. Et donc, son père prend une décision radicale. Radical et presque désespéré. Il l'inscrit dans une école d'opéra de Pékin à Hong Kong. Et attention, ce n'est pas une école d'art comme on l'imagine. C'est une institution qui va le briser pour le reconstruire. Et quelle reconstruction! On entre là dans une période de 10 ans, de 1971 à 1971, d'une discipline barbare, il n'y en a pas d'autre mot. Absolument. Il a 7 ans. 7 ans, et ses parents signent un contrat où il cède sa garde totale au maître de l'école, Yu Jimyuan, avec une clause qui, elle m'a glacé le sang. Elle donne au maître un droit de vie ou de mort en cas de punition. C'est impensable aujourd'hui. Mais il faut voir le contexte. C'était la seule façon pour son père de s'assurer qu'il ait un toit et qu'il apprenne un métier. Le régime était inhumain. Lever 5 heures, coucher minuit, tous les jours. Un apprentissage par la douleur. C'est ça. Arts martiaux, acrobatie, chant, comédie. On lui a littéralement forgé un corps pour qu'il puisse absolument tout faire. C'est là aussi qu'il se trouve une nouvelle famille, non? La troupe des 7 petites fortunes. Oui, avec les meilleurs élèves dont Sammo Hung et Yuen Biao, qui deviendront des légendes aussi. C'est une fraternité née dans la souffrance, et c'est fondamental pour comprendre la suite. Et cette formation, c'est une arme à double tranchant, si je comprends bien. Tout à fait. D'un côté, il acquiert une maîtrise de son corps quasi surhumaine, Génétique. physique. De l'autre, il sort de là quasiment analphabète. Il ne sait pas lire un contrat, ni même un scénario. Exactement. Et cette dualité va le poursuivre toute sa carrière. D'ailleurs, ce trio, les 3 frères, va dominer le cinéma d'Hong Kong pendant 20 ans. C'est une dynastie née de cette douleur. Donc, il sort de l'école en 71, il a 17 ans, un corps d'athlète. Mais il se heurte à un mur. Un mur nommé Bruce Lee. Comment on existe dans l'ombre d'un dieu pareil? On n'existe pas. On survit. Il devient cascadeur, un parmi tant d'autres. Il se fait remarquer un peu dans les films de Bruce Lee, comme La Fureur de Vaincre, parce qu'il prend des risques que personne ne veut prendre. Et puis Bruce Lee meurt, en 1973. Et c'est la panique dans l'industrie. Tout le monde cherche le nouveau Bruce Lee.
Un producteur, le Wei, pense le trouver en Jackie Chan et tente d'en faire un clone. Ce qui, d'après les sources, est un fiasco monumental. Une erreur de casting totale. Il le fait jouer des héros sombres, intenses, des vengeurs. Dans La Nouvelle Fureur de vaincre, par exemple, il essaye de copier la rage de Bruce Lee. Mais le public n'achète pas. Pas une seconde. C'est un échec commercial terrible. Parce que Jackie Chan, ce n'est pas ça. Le public le sent. Il n'est pas un demi-dieu tragique. Il est dans une impasse alors, rejeté en tant que copie. Comment il s'en sort? Par un coup de génie. Plutôt que d'être le nouveau Bruce Lee, il décide de devenir l'anti-Bruce Lee. Ah, En 1978, avec des films comme Le Maître chinois, il fait une chose révolutionnaire. Bruce Lee était intouchable, invincible. Jackie Chan, lui, il est vulnérable. Il prend des coups, il a mal, il a peur, il est ridicule parfois. il se rend humain, voilà. Il démocratise le héros d'action. Il dit au public « Je suis comme vous, et c'est pour ça qu'on va l'aimer ». C'est la naissance du kung-fu comique, l'influence de Buster Keaton, tout ça. Le combat devient une sorte de ballet burlesque. Et là, le succès est immédiat, c'est colossal en Asie, il a enfin trouvé sa voie. Plus que ça, il a inventé un langage. Un langage universel, Ouais. purement physique, qui n'a pas besoin de sous-titres. Et ça l'amène à son âge d'or dans les années 80. Là, il prend le contrôle. Il fonde sa propre équipe de cascadeurs, la Jackie Chan Stunt Team, et ses maisons de production. C'est l'époque des chefs-d'œuvre, Le Marin des mers de Chine, Polystory, Mystère Dynamite, des films mythiques. Et des cascades mythiques. Dans Polystory, cette scène où il glisse le long d'un poteau métallique à travers des guirlandes électriques qui explosent, on sent que c'est réel. Mais la question qu'on se pose, c'est quel est le prix à payer pour son corps ? Le prix est terrifiant. Les sources listent un catalogue de blessures. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire du cinéma. Il s'est tout cassé. Littéralement, tout. Mais il y a un accident en particulier, celui de 1986. Oui, sur le tournage de Mr. Dynamite. Celui-là, il est différent. Ce n'est pas juste une fracture de plus, c'est une quasi-mort. Il saute d'un mur vers un arbre. La branche casse, il tombe. Sa tête heurte une pierre. Fracture ouverte du crâne. Mon Dieu. Il a une plaque de métal dans la tête encore aujourd'hui et une perte d'audition permanente à cause de ça. C'est fou. Cet accident change tout. Pour les assurances, il devient inassurable. Un cauchemar. Mais pour le public, c'est la preuve ultime. Ce type est prêt à mourir pour un plan. Chaque film devient un spectacle de sa propre survie. C'est ce qui forge le mythe de l'homme indestructible. Un mythe qui finit par traverser le Pacifique. Il conquiert enfin Hollywood avec Rumble in the Bronx en 95, puis Rush Hour en 98. Et il devient une star mondiale. L'Oscar d'honneur en 2016, c'est la consécration. Mais les sources disent qu'il a toujours eu une relation compliquée avec Hollywood. C'était une frustration mutuelle en fait. Pour Hollywood, il était un casse-tête à cause des assurances. Pour lui, les règles de sécurité américaines bridaient sa créativité. Il disait aussi ne pas comprendre l'humour verbal, les blagues de Chris Tucker par exemple. Lui, son langage, c'est le corps. Et ce statut de star mondiale le met sous un autre projecteur. Un projecteur politique. Oui, et là on observe un autre virage. À partir des années 2010, l'enfant de la colonie britannique de Hong Kong devient un défenseur de plus en plus vocal du gouvernement de Pékin. Il est même nommé à un organe politique officiel en 2013. Oui, la conférence consultative politique du peuple chinois. Il critique les manifestations pro-démocratie à Hong Kong, il dit vouloir rejoindre le Parti communiste. Et ça, à Hong Kong et à Taïwan, ça passe très mal. Sa popularité s'effondre là-bas. Beaucoup le voient comme un opportuniste. Sa défense à lui, c'est le pragmatisme. Il dit qu'une Chine forte et unie garantit la stabilité pour tout le monde. C'est un calcul qui lui a ouvert le marché chinois, mais qui lui a fermé des cœurs dans sa ville natale. En parallèle, il devient un homme d'affaires redoutable, fortune estimée à 450 millions de dollars. Cinéma, immobilier, technologie. C'est incroyable de penser que l'homme qui ne savait pas lire un contrat dirige un empire. Il y a ça et il y a le philanthrope, qui promet de léguer la moitié de sa fortune. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe en ce moment, en 2026. L'acteur est loin d'être fini. Après le succès de Karate Kid Legends en 2025, il a encore surpris tout le monde. Avec ce nouveau film, Unexpected Family, les critiques sont unanimes. Son meilleur rôle. Pas d'action, rien.
Il joue un vieil homme atteint d'Alzheimer. Ce virage à 180 degrés nous dit qu'il prépare son héritage. Il a même révélé avoir enregistré une chanson d'adieu qui ne sortira qu'après sa mort. C'est une façon d'accepter sa propre mortalité, après une vie à la défier. Exactement. Il veut prouver qu'il est plus qu'un corps, qu'il est un acteur. C'est une réconciliation avec le temps qui passe. Mais en parlant d'héritage, il y a une partie beaucoup plus sombre. Sa vie de famille. C'est le grand paradoxe de sa biographie. C'est la face cachée du mythe, oui. Il y a d'abord son fils, Jesse, arrêté pour drogue en 2014. Une humiliation terrible pour son père, qui était ambassadeur de la lutte anti-drogue en Chine. Une ironie tragique. Et puis il y a sa fille, Etta Eng, née d'une liaison extra-conjugale. Il n'a aucune relation avec elle. Il a reconnu son existence, mais il ne l'a jamais intégrée à sa vie. C'est terrible. Et on en revient à cette dualité du début. L'homme qui a bâti cette fraternité sacrée avec ses frères de l'opéra, cette dynastie artistique, ce même homme a été incapable de tisser des liens avec ses propres enfants. Il a bâti une famille professionnelle au détriment de sa famille personnelle. Pour résumer, c'est un parcours unique. Du gamin presque vendu à la naissance à cette institution mondiale. Il incarne une sorte de rêve de Hong Kong, mais aussi toutes les complexités de l'identité chinoise au XXIe siècle. Absolument. Et malgré les polémiques, malgré les drames privés, son impact sur le cinéma, cette capacité à faire rire le monde entier sans un mot, ça reste son héritage le plus fort. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la fin. Jackie Chan a bâti sa légende sur son corps, un corps qu'il a présenté comme invincible. C'était son art, son identité. Pour des rôles de fragilité qu'il contemple sa propre fin, la vraie question c'est comment un artiste, dont l'héritage est si lié à un corps indestructible, redéfinit-il cet héritage face à la réalité du vieillissement? Quelles traces on laisse quand l'instrument principal de son art se transforme et finit par s'effacer?